J'aime mon pays. J'ai voyagé dans tout le Nigeria pour le travail, du nord au sud, avec mon appareil photo, capturant de magnifiques paysages et rencontrant des gens incroyables. Je m'appelle Benson, je suis photojournaliste et mon appareil photo est mon outil. À travers lui, je vois le monde, je vois la douleur, mais aussi la force des gens. J'apprends à les connaître. Nous les Nigérians sommes des travailleurs acharnés, vous savez. Il y a un proverbe nigérian qui dit « Les belles paroles ne produisent pas de la nourriture ». Et je pense que cela nous correspond parfaitement. Mais dernièrement, j'ai réalisé que le travail acharné ne suffit plus. Notre pays est en difficulté. Et nous vivons sur une bombe à retardement. Le président nigérian, Bola Tinubu, déclare l'état d'urgence concernant l'alimentation. Selon les projections, 26,5 millions de Nigérians seront confrontés à l'insécurité alimentaire en 2024. Les experts craignent que l'inflation alimentaire au Nigeria n'aggrave la crise alimentaire. L'agriculture est notre essence, notre principal moyen de subsistance. Mais maintenant, avec les conflits incessants, le manque de sécurité, les enlèvements, l'inflation et le changement climatique, les producteurs traversent des temps difficiles. Mais si vous me connaissez un peu, vous savez que je ne me concentre pas sur la négativité. C'est pourquoi je veux trouver des solutions, pour voir s'il est possible de changer cela. Nous voici dans l'un des principaux marchés de Lagos. Je vais essayer de comprendre comment cette crise affecte les gens et explorer les moyens de soutenir ceux qui travaillent à différents niveaux de la chaîne alimentaire. Nous sommes au marché. Nous demandons juste les prix des produits sur le marché. Les choses deviennent, disons, un peu plus chères. Pas juste un peu, mais beaucoup plus chères. Plus de 120% d'augmentation sur ces derniers mois. C'est grave, c'est vraiment quelque chose. Parle-en devant la caméra. Le principal défi auquel nous sommes confrontés est l'augmentation des prix. Par exemple, j'ai envoyé de l'argent à Yobé pour qu'il m'achète des haricots. La dernière fois, j'avais payé 112 000 pour un sac de cette taille. Le prix a augmenté à 180 000. Maintenant, je ne peux pas me permettre cette somme avec ce que je vends ici. Les prix des produits et services continuent d'augmenter. Est-ce que ça vous stresse personnellement? Bien sûr, Comment cela vous stresse-t-il? parce qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat de nos clients. Ouais. Avant, c'était environ 195 000. Mais maintenant, c'est 300 000, 290 000. Donc, vraiment, ça empire. Tous les jours. Ça augmente tous les jours. Le maïs jaune, je l'ai acheté pour 80 000. Maintenant, c'est 105 000. 105 000. C'est très, très stressant. Très, très stressant. Ceux qui le vendent ont du mal à acheter. Les clients se plaignent. Ils achetaient avant. Mais maintenant, ils n'achètent plus de la même manière. Ils achètent moins. Quelqu'un qui achète un sac complet n'en achète plus qu'un demi. C'est combien? 2250. 2250. Et avant, c'était combien? Avant, c'était 2000. Et vous dites que vous obtenez celui-ci de Kano, Zaria. Lequel vient de Zaria? Lequel vient de Zaria? Celui-ci vient de Zaria, celui-là vient de Kano. J'irai à Zaria, je vais leur demander. Si je vais à Zaria, quand j'irai, je donnerai des bénédictions pour vous. Donnez des bénédictions pour moi. Merci. Parler avec les gens au marché n'a pas été facile. Vous savez comment est Lagos. Tout le monde ne voulait pas parler ni partager ses difficultés. C'est difficile de montrer nos insécurités. Ils n'ont pas pu indiquer exactement la raison de la crise, ni proposer de solution. Mais cela me motive encore plus. Je veux découvrir s'il existe un moyen d'assurer la sécurité alimentaire et identifier ceux qui peuvent nous aider à l'atteindre. J'ai promis de visiter Zaria et Kano,
pour comprendre ce que vivent les producteurs et comment cela impacte les prix pour les acheteurs et donc les consommateurs. Pour vraiment comprendre ce qui se passe, je dois commencer à la source. Lors de mes recherches en ligne, j'ai découvert que Kano est l'une des principales régions du Nigeria pour la culture du sorgho et du maïs. Des cultures de base qui sont depuis des générations une source alimentaire traditionnelle pour les producteurs ruraux du nord du Nigeria. C'est là que j'irai pour voir de plus près ce qui se passe sur le terrain. Actuellement, il y a une crise alimentaire dans le pays, mais j'ai parlé à certaines personnes au marché et elles disent que nous devons le demander aux producteurs et peut-être qu'ils pourront nous dire quel est le problème. Nous ne pouvons plus cultiver les terres que nous cultivions autrefois. D'abord, à cause de ces bandits. Sérieusement. Nous ne pouvons pas y aller à cause de l'insécurité. C'est donc le principal problème. Ensuite, la plupart d'entre nous, vous voyez, n'ont pas assez de revenus pour investir dans l'agriculture. C'est la deuxième raison. Notre plus grand défi est le manque de marché pour nos produits. Quand nous produisons, il n'y a pas d'acheteurs disponibles pour acheter chez nous. Nous manquons de capitaux pour étendre nos activités agricoles ou pour mener à bien nos activités agricoles. Ensuite, il y a les problèmes d'insécurité. Un autre défi est que nous fonctionnons individuellement. Et nous savons qu'agir individuellement ne permet pas d'obtenir un effet de synergie. Il est donc préférable de se regrouper. Ils sont Marian Hamad Mohamed et Batouré Abdoulaye. Ils participent tous les deux à un partenariat autour du sorgho qui a complètement changé les choses pour eux et toute leur communauté. Quelle est la situation maintenant ? La situation a changé. Vous comprenez ? Grâce à une série de formations, de mobilisation, de partage d'informations, nous avons changé ce scénario. Maintenant, nous sommes dans un groupe. Nous avons formé différents types de coopératives à partir de différents pôles. Nous avons différents pôles avec différents types de coopératives opérant en groupe. Donc, nous avons cette synergie. Ce partenariat a été mis en place avec le soutien de 2Scale, un programme qui encourage des projets d'agrobusiness inclusifs. Grâce à la mise en lien avec 2 agrégateurs, ils ont réussi à augmenter la production de sorgho nutritif. Bonjour, 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 comment allez-vous ? Avant, les producteurs travaillaient individuellement, ce qui rendait plus difficile pour eux d'avoir accès aux intrants ou au crédit, ainsi qu'à des formations techniques. Avant, ils collectaient moins de 15 000 tonnes métriques par an, ce qui est en dessous de la demande annuelle des agrégateurs. Mais avec ce partenariat, ils ont pu atteindre 35 à 40 000 tonnes métriques par an. Avant, je faisais de l'agriculture, disons, à petite échelle. Mais maintenant, après avoir rencontré les agrégateurs, je cultive 20 à 30 sacs. D'accord, de sorgho ? Oui, Du sorgho blanc ? oui. Ces femmes produisent maintenant un produit à base de sorgho et elles ont pu atteindre plus de 50 000 consommateurs à faible revenu avec des produits nutritifs à base de sorgho. Elles ont été formées pour soutenir ces agrégateurs dans leurs entrepôts pour nettoyer les grains, générant ainsi des revenus quotidiens. Les agrégateurs donnaient aux producteurs des prêts d'intrants et ensuite vous remboursiez avec les grains. Oui, Alors, en Oui. tant que femme, avez-vous reçu un de ces prêts ? oui, j'en ai reçu un. Par exemple, avec Nalmaco, ils nous donnent des intrants, puis nous faisons la récolte. Ensuite, nous leur donnons les grains. C'est comme ça que nous Vous procédons. leur donnez tous les grains ou seulement Non, une non, partie ? pas tous. Cela dépend de la quantité d'engrais qu'ils nous fournissent. Mais nous leur demandons même d'en ajouter plus, car ce n'est pas suffisant. Pour que vous puissiez cultiver Oui, plus ? pour que nous puissions cultiver plus. Seulement quelques-uns d'entre nous en reçoivent. Ils devraient l'augmenter pour que nous puissions en donner à plus de personnes qui pourraient se mettre à cultiver. Que pouvons-nous faire ? C'est la grande question. Quelle est la bonne voie ou une bonne voie à suivre ? Tout changement social commence à la base. Cette communauté montre comment un changement social peut commencer. Ouais, pour moi, l'une des façons d'assurer la sécurité alimentaire dans le pays, l'adoption des pôles d'entreprises agricoles.
Et en fournissant des intrants moins chers à ces producteurs et en introduisant également des innovations sur et en dehors des exploitations. Une autre solution serait d'introduire des informations sur les prévisions météorologiques pour que les producteurs sachent par exemple le moment exact pour utiliser l'engrais ou planter afin d'éviter la sécheresse et les catastrophes sur leurs terres. Pensez-vous qu'impliquer plus de producteurs aiderait à réduire cette crise alimentaire que nous vivons actuellement dans le pays? Cela aidera. Car plus vous augmentez votre production, plus vous avez de nourriture dans la communauté. Rencontrer la communauté du sorgho était merveilleux et j'ai pris de nombreuses photos incroyables. Les voir profiter de leur terre est magnifique. Mais une question me trotte dans la tête. Est-ce que l'autonomisation des producteurs suffit à assurer la sécurité alimentaire? Bye bye. Ce que j'ai appris, c'est que pour assurer la sécurité alimentaire, de nombreuses personnes doivent être impliquées. C'est comme un grand puzzle, et oui, les producteurs en font partie. Mais ils ne sont que le début. Ils doivent être motivés, engagés et soutenus. Mais la clé, c'est comme assembler un puzzle, et je dois trouver les autres pièces. Et les producteurs travaillent avec les entrepreneurs. Ils jouent un autre rôle important. J'ai un nom, Yemisi Iranloye. C'est mon prochain rendez-vous. Je suis donc ici, chez Psaltry Foods, et nous allons parler à Madame Yemisi Iranloye, alias la reine du manioc. Nous voulons connaître le rôle des entrepreneurs dans cette lutte contre la crise alimentaire. Bonjour. Hey, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, merci. Alors, comment ça va? Bien, merci. En cherchant Psaltry, j'ai vu que c'était vraiment très loin, dans le fin fond de l'état d'Oyo. Je pensais qu'une grande entreprise comme celle-ci serait ailleurs, vous savez, dans une grande ville ou agglomération. Pourquoi avez-vous choisi cet endroit? Vous savez, les producteurs vivent naturellement à l'intérieur des terres. Ils vivent dans les villages. Donc, nous voulions changer cette image selon laquelle les producteurs doivent parcourir 300 km pour amener leurs produits en ville. Et puisque nous utilisons le manioc comme matière première, le manioc est un produit périssable. Ainsi, les usines doivent être proches des producteurs pour réduire la charge qu'ils subissent en apportant leurs matières premières aux usines. On utilise le manioc comme matière première principale pour produire de l'amidon, de la farine de manioc de haute qualité, du sorbitol et du glucose. Ce modèle, c'est un modèle d'affaires inclusif où les producteurs sont au centre de tout le concept. Nous avons commencé avec 17 producteurs, 3 femmes et 14 hommes. Aujourd'hui, nous avons formé 10 000 producteurs. Ils ont été formés, ils ont été autonomisés, ils ont été aidés. Ils sont passés de moins d'$1 par jour à plus de $5 par jour minimum. Certains sont déjà à $10, mais tout le monde a quitté le seuil minimum d'$1 par jour. Donc, ce que nous faisons ici essentiellement, c'est les assister et les former. Nous leur apprenons les pratiques agronomiques, nous leur fournissons des herbicides, nous leur fournissons des engrais, la mécanisation, afin qu'ils puissent utiliser les économies d'échelle pour produire leur manioc pour nous. Et ainsi, ils peuvent faire des bénéfices. Quels défis avez-vous rencontrés en venant ici? Parce que cet endroit est vraiment isolé. Nous avons dû amener des routes partout, nous avons dû amener l'électricité, nous avons dû amener de l'eau, nous avons dû amener toutes les commodités, toutes les infrastructures et nous avons aussi dû les fournir au village. Nous les avons aussi donnés aux producteurs parce que nous ne pouvons pas être les seuls à avoir de l'électricité. En gros, ça n'a pas été facile parce que nous avons dû soutenir les producteurs. Les soutenir, vous voyez ce que je veux dire? Cela signifie que nous devons les financer. Même lorsque nous les emmenons à la banque, nous devons leur fournir une garantie parce qu'ils n'ont rien à offrir en garantie à la banque pour pouvoir obtenir de l'argent afin de cultiver du manioc pour nous. C'est ce que nous avons choisi de faire. Tuskay nous a accordé une subvention de 3 ans. Et cette subvention nous a aidés à embaucher un agronome hautement qualifié et un agent de vulgarisation rurale
qui nous ont aidés à organiser ces producteurs, à les structurer et à poser les bases solides que nous avons et sur lesquelles nous nous appuyons aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous rend fier de cette entreprise? Je suis sûre que vous pouvez le voir. Ce qui m'a poussée ici, c'est la passion. C'est la passion de changer des vies. Tout le monde comprend que nous devons changer notre façon de penser à l'agriculture. Nous avons pu montrer que c'est possible si on le veut. Oui, c'est difficile, mais est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Et ensuite, le nombre de vies qui sont touchées, la communauté qui est touchée. Nous avons 340 employés. Et 85% d'entre eux ont moins de 35 ans. Cela fournit des opportunités d'emploi pour les jeunes. Et nous avons aussi des étudiants qui viennent pour des formations. Cela leur donne un savoir-faire, leur permet d'apprendre et constitue une source d'inspiration pour les jeunes. Dites-moi, quel rôle jouent les entrepreneurs comme vous dans la résolution de la crise alimentaire dans le pays? Aujourd'hui, nous disposons d'environ 5000 hectares. Sur les 5000 hectares, environ 40% sont destinés à la production alimentaire. C'est le contrat que nous avons avec les producteurs. 60% nous reviennent et ils utilisent 40% pour le gari ou le foufou. Tant que nous continuons à impliquer les producteurs, nous contribuons d'une certaine manière à l'approvisionnement alimentaire de la société. Et n'oubliez pas, ce que nous produisons, c'est essentiellement de la nourriture. C'est ce qui est utilisé pour fabriquer les boissons que nous buvons tous, les nouilles que nous mangeons tous, le dentifrice que nous utilisons tous, ou le pain et les biscuits que nous mangeons, les produits sans gluten que nous consommons. Donc c'est de la nourriture que nous produisons réellement. Et puis nous donnons également aux producteurs l'opportunité d'utiliser 40% de ce qu'ils produisent pour nous, pour leur propre consommation alimentaire locale, ou de le vendre sous forme de gari ou de foufou d'une manière ou d'une autre. Nous jouons donc un rôle central dans la réduction de cette crise alimentaire. Encore une question. Comment est venu ce surnom, la reine du manioc? Honnêtement, je ne sais pas. Je me suis réveillée un jour et j'ai vu des amis m'envoyer des affiches. Je me suis dit, c'est qui? Et je me suis vue. Et j'ai dit, comment ça? Eh bien, voilà, le nom est resté. En parlant avec Yémissi, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais jamais réalisé auparavant, le rôle des multinationales. L'entreprise de Yémissi attire des clients comme Nestlé, Unilever et les brasseries nigérianes, entre autres. Et c'est l'une des raisons de son succès. Dans mon esprit, et je sais que c'est une pensée simpliste, les grandes entreprises sont mauvaises pour notre planète à cause de leur impact sur l'environnement. Mais je peux voir maintenant qu'elles ont un rôle dans ce puzzle. Et sans leur rôle, ce circuit durable ne fonctionne pas. L'une des personnes avec qui j'ai parlé l'autre jour m'a dit quelque chose à ce sujet. Donc, quand vous regardez la chaîne, de la ferme à l'usine et au-delà, vous découvrez qu'il y a plusieurs acteurs qui jouent des rôles cruciaux dans la promotion de la sécurité alimentaire, dans toute chaîne de valeur et dans un système alimentaire particulier dans le pays. En dehors des champions d'affaires, nous avons les petits exploitants agricoles, nous avons les institutions financières, nous avons les transporteurs, nous avons des agrégateurs dont le travail est d'acheter auprès des petits exploitants. Nous avons les services d'appui entrepreneuriaux, la liste est illimitée car elle dépend de la chaîne de valeur dont vous vous occupez. Quel rôle jouent les multinationales dans tout cela ? Un rôle crucial, car lorsque vous regardez leur part de marché dans une chaîne de valeur particulière, elle est grande, énorme. Leur rôle est essentiel pour créer une chaîne de valeur efficace, ou un secteur alimentaire efficace dans le pays. Ces entreprises sont capables d'investir à grande échelle pour rendre la nourriture abordable et nutritive disponible dans le système alimentaire. Comment définissez-vous tous les acteurs qui travaillent à garantir la sécurité alimentaire ? Collectivement, lorsque je les regarde, je vois des acteurs qui favorisent des relations agroalimentaires inclusives. Je les vois comme des soldats du changement, car ils vont bien au-delà de leur modèle d'affaires pour s'assurer qu'ils redonnent à leur communauté. Et me voici devant le siège de Nestlé à Lagos, où je vais parler à quelqu'un du service communication de Nestlé pour avoir leur point de vue sur la question. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez Je suis Nestlé. ici pour voir Victoria Uwadoka. Bien sûr, suivez-moi. Notre objectif est vraiment de libérer le pouvoir de la nourriture pour améliorer la qualité de vie pour tous, aujourd'hui
et pour les générations à venir. Et pour cela, nous examinons les ingrédients qui entrent dans la production. Et c'est peut-être là que vous verrez notre engagement avec les producteurs, les fournisseurs, les agrégateurs et tout cela. Donc, de la ferme à la table, que faisons-nous pour garantir une nutrition adéquate pour tous les stades de la vie, produite de manière durable et distribuée de manière durable également? La sécurité alimentaire, c'est s'assurer que nous pouvons nous nourrir aujourd'hui. Serons-nous capables de nous nourrir demain? C'est cela, la sécurité alimentaire. En fin de compte, ce n'est rien de plus. Vous avez mentionné aller au marché aujourd'hui et des prix élevés de la nourriture. La sécurité alimentaire n'est pas assurée, car les gens ne pourront pas se le permettre. Les producteurs n'auront peut-être pas suffisamment de revenus pour planter la prochaine saison. Et que faites-vous? Vous brisez votre chaîne de valeur de la sécurité alimentaire. Vous brisez vos systèmes, vous ne pourrez pas nourrir votre population. Je discutais avec un ami et je lui ai dit « Ok, vous savez, les producteurs ne peuvent pas aller dans les fermes pour produire. Quelle production? La nourriture que nous importons. Donc le Nigeria importe de la nourriture. Pourquoi? Alors que nous avons des terres arables et tout cela, et que nous avons certains défis, y compris la sécurité ou l'insécurité, si nous le voyons comme ça. Cela rend difficile la culture. Donc, tout est lié. La sécurité alimentaire, la sécurité de la vie humaine, l'accès aux terres agricoles, l'accès aux bonnes semences, et aller au bout de la chaîne de valeur où la nourriture arrive sur la table. Nous devons être plus conscients de la situation. Nous avons au moins 2 écoles d'agriculture au Nigeria. Que faisons-nous? Comment faire? Comment faire découvrir aux jeunes les opportunités qui existent dans l'agriculture? L'Amérique s'est construite grâce à l'agriculture. Les Pays-Bas sont bâtis sur l'agriculture. L'agriculture soutient de nombreuses économies dans le monde où cela représente une opportunité. J'ai ajouté des personnes à ce puzzle, mais il est toujours incomplet. Le chemin vers la sécurité alimentaire est si long et tellement compliqué. Mais c'est un chemin intéressant à suivre. Oui, je suis dans un avion. C'était un peu inattendu, mais en parlant avec les gens, j'ai réalisé que ces partenariats entre différents acteurs, publics et privés, sont vraiment une bonne solution. Je veux comprendre si c'est une approche réalisable et réplicable dans d'autres pays, même lorsqu'il y a un contexte différent, une langue différente, un milieu différent. Je rends donc visite aux voisins. Bonjour Mambi. Bonjour Benson, comment ça va? Je vais bien et toi? Je vais bien aussi. Je te souhaite la bienvenue à Bamako. Oh, merci. Oh, c'est du yaourt, de Translait. Ici, j'ai rencontré quelques personnes. Celui que vous venez de voir, c'est Mambi, un expert en alimentation nutritive pour les populations à faible revenu. Et le partenariat qu'il mentionne, c'est Translait. Ce partenariat consiste à améliorer l'accessibilité et la disponibilité du lait au Mali et à faciliter l'accessibilité pour les consommateurs à faible revenu. Et puis, il y a Aminata, une conseillère en marketing qui m'a aidé à comprendre pourquoi ce travail est vraiment important. Bon, actuellement, avec les crises qui se sont suivies, sinon avant, le pouvoir d'achat des Maliens n'est pas tellement propice pour pouvoir se procurer tous les jours du lait local. Mon rôle, c'est d'accompagner quotidiennement les transformatrices et les vendeuses de lait à avoir le marché. Et donc on les aide aussi dans la transformation quotidienne. Les normes sécuritaires au Mali disent que chaque personne doit consommer 62,5 litres par an. Mais les consommateurs à faible revenu n'ont pas tellement le pouvoir d'achat pour pouvoir se procurer tous les jours des produits laitiers surtout. Que l'on a mis un système en place, c'est-à-dire faire des produits pour les consommateurs à faible revenu. On a conditionné des petits packaging, c'est-à-dire les sachets de 100 francs, 50 francs pour les consommateurs à faible revenu. Donc maintenant, aujourd'hui, alhamdoulilah, beaucoup de personnes quand même consomment le lait local. Et ça commence à rentrer dans les habitudes alimentaires des gens. L'impact, il est grand. L'impact, il est grand parce que ce partenariat a permis non seulement de produire du lait de qualité et de cette production de lait de qualité, ça permettrait d'assurer de la nourriture pour la population de qualité. Parce qu'on sait que le lait est crucial pour la santé. Ça a des vitamines, ça permet de renforcer les os, ça a plusieurs vertus. Nous avons pu rendre le lait très accessible. Avec 100 francs,
50 francs, 150, vous pouvez accéder à du lait de qualité qui est nutritif. Donc ça permet de lutter contre l'insécurité alimentaire. Avant, la Translait n'était pas connue à Bamako. Il y avait peu de personnes qui connaissaient la Translait et nos points de vente. Mais avec l'avènement du partenariat, donc on a fait beaucoup de campagnes de sensibilisation et vraiment aujourd'hui la visibilité de la Translait est vraiment améliorée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui, grâce au partenariat, ont eu un emploi et des emplois de l'auto-emploi. Par exemple, si je prends le cas de ces kiosques chez Mme Menta, c'est son business à elle. Elle est indépendante et c'est grâce à ces partenariats qu'elle a pu avoir cela. Aujourd'hui, l'inclusivité au sein de notre société est vraiment importante. Avant, la production, c'était uniquement limité au niveau des hommes. Mais aujourd'hui, il y a des femmes productrices de lait qui sont à plus de 200 litres de collecte au niveau de leur parc aujourd'hui. Sinon, avant, dans les coutumes, la femme ne faisait pas la production. La femme se limitait seulement à la vente. Avant, les femmes, quand tu faisais rien dans les familles, on ne te respecte même pas. Mais aujourd'hui, on ne te respecte pas quand tu n'as pas de revenus. Mais aujourd'hui, vraiment, les transformatrices, elles arrivent vraiment à s'imposer, même dans la prise de décision au sein de leur famille. Et elles ont été tellement formées qu'aujourd'hui, elles sont capables même d'aller chercher des financements elles-mêmes auprès des institutions financières, sans même l'accompagnement des coachs. Donc aujourd'hui, je suis vraiment fière de ce que les femmes font. Le Mali est juste un autre pays. Mais cette idée de rassembler des personnes à différents niveaux pour inciter les producteurs à comprendre leur potentiel financier, diriger une entreprise, c'est un pas en avant. Et avoir un groupe d'experts, c'est quelque chose qui peut être fait partout. C'est pourquoi je vais appeler une personne au Bénin. Le Bénin n'a pas été classé comme un pays confronté à une crise alimentaire cette année. Mais beaucoup de gens sont encore confrontés à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë. C'est un bon exemple de pourquoi la sécurité alimentaire doit être abordée simultanément dans plusieurs parties du monde, si nous voulons atteindre un véritable changement dans la société. Bonjour Nina. Bonjour Benson. Comment ça va? Je vais bien et toi? Ça va, je vais bien. Elle s'appelle Nina et elle travaille dans un partenariat appelé Promo Fruits, qui a été initialement établi avec l'aide de Touskel, mais fonctionne désormais de manière indépendante grâce aux compétences acquises sur le terrain. En tant que coach, elle montre un autre rôle fondamental pour autonomiser les producteurs. En tant que coach à Promo Fruits, d'abord nous avons des formations que nous faisons en salle. C'est des formations théoriques sur des thématiques données. Et après ces formations, nous allons maintenant mettre en pratique sur le terrain. Et au niveau des producteurs, nous avons des champs, écoles d'abord. On coordonne. Il y a les formations que nous donnons, il y a aussi le faire-faire. C'est-à-dire, ça ne suffit pas de donner la formation, mais nous amenons les producteurs à mettre en pratique tout ce que nous donnons comme package techniquement. Donc, et après ça, tout ce qui concerne la matière première, tout ce qui concerne l'application en intrants, des intrants, tout ce qui concerne ce que le producteur doit faire de façon technique sur le champ et ce qu'il doit recevoir comme connaissance de façon technique pour améliorer sa production, afin de quitter ce qu'il faisait comme pratique paysanne et venir maintenant recevoir ce qui est comme de façon technique pour améliorer aussi sa production et ses conditions de vie. Voilà. Alors, quel est l'impact de ce partenariat sur le terrain et qui en bénéficie? Et l'impact de ce partenariat, je pense que c'est au niveau de tout, ça s'est ressenti au niveau de toute la chaîne. C'est-à-dire tous les acteurs, tous les maillons de la chaîne là ont été impactés positivement. Quand je prends l'exemple des producteurs, par exemple, la qualité, parce qu'il ne suffit pas d'apporter la matière première à Promo Fruits. Il faut la matière première de qualité et en quantité suffisante.
J'ai vu beaucoup de différences sur le terrain, mais j'ai surtout vu des points communs. J'ai entendu des gens parler de nourriture et je me suis ému de ce qu'ils ont dit. Peu importe leur rôle ou leur manière de faire passer leur message, la nourriture est quelque chose qui nous unit tous. La nourriture est l'un des services essentiels ou un besoin de base dont nous, en tant qu'êtres humains, ne pouvons pas nous passer. Pour moi, la nourriture, l'alimentation, c'est la vie parce que sans nourriture, il n'y a pas de vie. C'est ce qui permet d'alimenter nos cellules et qu'on puisse faire ce que nous faisons, qui fait que nous restons en vie. Sans nourriture, pas de vie. Il y a une différence entre remplir son ventre avec ce qui est disponible et manger de la nourriture. La nourriture nourrit, la nourriture construit, la nourriture soutient. Elle doit être nutritive, elle doit nourrir vos cellules. L'aliment veut dire pour moi, c'est une source de vie. Quand on n'est pas alimenté, on ne peut pas vivre. Sans l'aliment, on ne peut pas vivre. Toutes les personnes sur le terrain semblent être arrivées à la même conclusion. Toute la chaîne doit travailler ensemble. Sans créer de partenariat, il n'y a pas d'avenir. Et ces partenariats doivent trouver leur base solide dans un modèle commercial durable. Les entreprises peuvent être le moteur de notre agriculture. Le changement, vous savez, ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un long processus. De nombreuses personnes participent à ce processus, mais elles n'ont pas besoin d'y rester impliquées pour toujours. Il y a des médiateurs et des ONG qui peuvent apporter leur soutien. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'ils ne sont que l'impulsion initiale. Si nous voulons gagner cette lutte pour la sécurité alimentaire, cela doit être notre lutte. La lutte du peuple, pas celle des organisations. Plus je regarde ce tableau que j'ai créé, plus je comprends ce que Maxwell a dit. Il appelait ses champions d'affaires des soldats de la nourriture. Et il y a quelque chose de poétique là-dedans. Ce puzzle que j'ai assemblé est complexe et inachevé. Mais il est effectivement rempli de soldats de la nourriture. Chacun d'eux peut être défini ainsi. Et il y en a tellement d'autres. Ils luttent tous pour quelque chose de grand, quelque chose de communautaire, quelque chose de bien. Je ne sais pas s'il existe une solution pour la sécurité alimentaire, mais je sais que si elle existe, elle repose sur les gens et sur la collaboration entre eux. Nous sommes le changement. Est-ce que nous allons gagner ? Je ne le sais pas encore. J'ai beaucoup d'espoir en l'humanité, alors continuons de lutter.